Vendredi dernier, alors que la France commémore le 81e anniversaire de la victoire alliée, une autre date résonne de l'autre côté de la Méditerranée, celle des massacres de Sétif, Guelma et Kerata. Il y a exactement là aussi 81 ans. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron choisit d'annoncer le retour de l'ambassadeur Stéphane Romatet à Alger, rappelé depuis avril 2025 dans un contexte de crise diplomatique sans précédent. Depuis l'indépendance, assiste-t-on à un dégel entre Paris et Alger? Bonjour Adelaine Mohamedi. Bonjour. Vous êtes chercheur en géographie politique et expert associé aux séries. Peut-on vraiment parler de reprise des relations? Oui, vraisemblablement. C'est-à-dire que si on annonce le retour de l'ambassadeur, c'est que c'est évidemment un indicateur diplomatique intéressant, mais il faut toujours se méfier en fait de cette question de ces notions de dégel, de réchauffement, parce que c'est pas la première fois qu'on le dit. Disons que les relations franco-algériennes sont ponctuées de mini-crises, de dégel, de refroidissement, donc il faut peut-être attendre encore un peu pour voir si la relation se stabilise. On va écouter justement Emmanuel Macron à ce sujet. Pour ce qui est de l'Algérie, je me félicite des dernières heures, du déplacement de la ministre déléguée aux armées, qui était un geste important sur le plan mémoriel, des bonnes discussions qu'elle a pu avoir avec le président Tebboune, le chef d'état-major des armées algériens et de nombreux officiels, et des déclarations publiques qui sont suivies. Comme je vous l'ai expliqué depuis plusieurs semaines, je considère que mon devoir est de défendre les intérêts des Françaises et des Français, et leur intérêt, c'est que nous retrouvions une relation apaisée, constructive avec l'Algérie. Eh bien, Adelaine Mohamedi, je vous propose de nous interpréter, de nous expliquer ce que vient de dire Emmanuel Macron. Donc, dans cette série de déclarations où on est plus dur, plus doux avec l'Algérie, là, on est plus doux. Bah, alors sur la dernière phrase, on ne peut qu'acquiescer. C'est dans l'intérêt de tout le monde que d'avoir des relations apaisées entre la France et l'Algérie. Le problème avec le président Macron, c'est qu'il aura quand même tout dit et son contraire sur la relation franco-algérienne. Il a eu des discours très contradictoires. Il a utilisé aussi parfois un langage assez, problématique dans les mois passés. Hem en se distinguant de son ancien ministre de l'intérieur Bruno Retailleau, il a clairement affiché une volonté, lui, d'avoir un vrai dialogue avec l'Algérie plutôt qu'une espèce de rapport de force. Voilà, parce que j'allais vous dire, vous dites c'est dans l'intérêt de tout le monde. Bruno Retailleau considère que ça n'est pas dans l'intérêt de tout le monde d'avoir des rapports apaisés à l'Algérie. Oui, alors, c'est tout le drame de la droite française, c'est que le discours de Bruno Retailleau et de tous les représentants de la droite française est un discours qui est purement électoraliste, en fait. C'est un discours qui ne s'intéresse pas à la diplomatie ni aux relations bilatérales, franco-algériennes, mais plutôt à un électorat supposé d'ailleurs ou aux attentes supposées de son électorat. Là où j'imagine que le président Macron veut plutôt, on va dire régler le problème, la tension franco-algérienne, cette crise avant de partir. Pourquoi la France, selon vous, a besoin d'une relation normale alors avec, l'Algérie? Qu'est-ce qui pourrait donc naître de cette relation? Bah, disons qu'il y a une interdépendance entre les 2 pays, il y a une intimité entre ces 2 pays. Cette intimité d'ailleurs n'a pas toujours été, porteuse, on va dire d'une certaine lucidité, hein. Parfois l'intimité déforme, mais disons que la géographie, impose une relation, franco-algérienne apaisée, la démographie aussi, la sociologie aussi. On a quand même des millions de Français directement concernés par la relation franco-algérienne, qu'ils soient franco-algériens, étrangers, pieds noirs. Hem et bien sûr, on a aussi des relations économiques importantes. Il ne faut pas oublier que l'Algérie est le deuxième partenaire économique de la France en Afrique, derrière le Maroc. Alors on a, ces derniers temps, beaucoup insisté sur l'importance du partenariat avec le Maroc. On a eu tendance à négliger l'importance de l'Algérie, mais on voit bien que les relations, avec l'Algérie sont au moins aussi importantes. Bon, il faut revenir sur le cas de Christophe Glaise, qui est une victime de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Christophe Glaise est toujours détenu. Bon, la France a obtenu, ou en tout cas, Boualem Sansal a été libéré. Christophe Glaise, que se passe-t-il à son sujet? Si vous pouvez nous rappeler dans quelles circonstances et pour quel motif officiel il est détenu. On peut parler aussi des motifs officieux. Oui, alors Christophe Glaise est un journaliste sportif, qui s'est retrouvé en Algérie pour faire un reportage sur une équipe de football en Kabylie. Je dirais que 3 facteurs expliquent son incarcération. Il y a un facteur algéro-algérien, c'est la montée, de l'arbitraire, c'est le cadre répressif algérien.
c'est l'extension du domaine de l'apologie du terrorisme, parce qu'il est accusé de ça. Le deuxième facteur, c'est la crispation autour d'un groupe considéré comme terroriste en Algérie et qui a eu une visibilité disproportionnée en France, le MAC, le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et le troisième facteur, effectivement, c'est la dégradation de la relation franco-algérienne. Donc bien sûr, Christophe Glaise n'a rien à faire en prison et on attend effectivement sa libération. Mais on attend sa libération d'ailleurs comme d'autres prisonniers en Algérie, puisque cet arbitraire concerne aussi des prisonniers algériens. Je pense à Mohamed Tajadit, qu'on appelle le poète du Hirak, du soulèvement de 2019, qui est aussi emprisonné pour apologie du terrorisme. Il y a beaucoup de prisonniers politiques Oui, en Algérie. oui, et j'ajouterais d'ailleurs que l'arbitraire ne concerne pas que l'Algérie, hein. La montée de l'arbitraire, les crispations autoritaires concernent toute la région. On a tendance parfois à oublier ce qui se passe au Maroc et en Tunisie, mais malheureusement, le Maghreb souffre de ce phénomène. Au Maroc et en Tunisie, peut-être deux mots, puisque vous venez de l'évoquer. Que se passe-t-il à cet égard, Bah, au Adel Maroc, par Mohabi? exemple, il y a quelques semaines, vos confrères de France 24 ont consacré un article au cas de l'universitaire franco-marocain Marti Monjeb, qui lui aussi a subi un harcèlement judiciaire au Maroc. Euh, bon, en Tunisie, vous avez aussi un franco-tunisien, le journaliste Mourad Zridi. Vous avez bien sûr un tournant autoritaire sur Kais Saied que vous connaissez bien ici. Donc on peut dire effectivement, et au-delà, on pourrait évoquer le monde arabe de façon générale, on a des crispations autoritaires dans toute la région, bien sûr. Gaïs Sayed, à qui nous avons consacré un visage de l'actu que j'invite les auditrices et les auditeurs à télécharger sur l'appli Radio France. Christophe Glaise, donc, est l'un des exemples de cette crispation, de ces crispations. Est-ce que sa grâce présidentielle est possible, probable, envisageable? Je ne sais pas quel terme employer, Adelaine Je, Mohamedi. je- je pense qu'elle est effectivement envisageable. D'ailleurs, rappelons que Christophe Glaise a été condamné pour apologie du terrorisme dans des conditions qui sont un peu problématiques, puisque normalement l'apologie devrait avoir un caractère public. Or, ce qu'on reproche à Christophe Glaise, ce sont des contacts visiblement assez discrets, et il n'y a jamais eu en réalité de réelle apologie de sa part, hein. On ne lui connaît aucun texte soutenant une quelconque cause en Algérie. Donc bon, on va dire le cadre répressif est contestable, mais au-delà de ça, oui, je pense que c'est envisageable. Il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits. Son cas a été évoqué par Alice Ruffo dans le communiqué relatif à la visite d'Alice Ruffo évoqué par le président tout à l'heure. La visite de Ségolène Royal aussi, on va dire, a vocation à permettre sa libération prochaine. Donc on peut pas dire effectivement, on peut pas écarter cette hypothèse, et je pense qu'elle est effectivement envisageable. Bon, et ce que certains disent, Kamel Daoud par exemple, le répète souvent, c'est que l'Algérie a besoin de la France, non pas en bonne part, mais en mauvaise part, que la manière dont l'Algérie instrumentalise son passé rend les relations entre la France et l'Algérie difficiles, non pas seulement du fait de la France, mais du fait de la manière dont l'Algérie instrumentalise ce passé, Adelaide Mohamedi. Alors, en fait, cette question de l'instrumentalisation est toujours très intéressante parce que, bon, c'est un fait, dans le discours officiel, dans les propagandes officielles, effectivement, on parle souvent de ça. Mais il n'y a pas d'obsession française en Algérie. En 2019, quand il y a eu le soulèvement populaire de 2019, le Hirak, les gens ne sont pas sortis dehors en se focalisant sur les relations, sur l'histoire de la France. C'est un sujet parmi d'autres, bien sûr, mais il est surtout question de Plutôt du vérité. côté gouvernemental, dit Kamel Daoud. Bah, c'est une question, bien sûr, parce que la guerre de libération nationale en Algérie est l'élément fondateur de l'État algérien. Donc ça n'est pas absurde que ça soit utilisé. Même si effectivement c'est problématique et c'est utilisé souvent pour pallier un manque de légitimité démocratique. Mais il ne faut pas non plus se leurrer sur ce qui se passe en France, puisqu'en Algérie, bon, la question de la colonisation fait l'unanimité, a priori. Hein, vous n'allez pas trouver beaucoup de gens qui pensent que la colonisation n'est pas un crime en Algérie. C'est plutôt en France, en réalité, qu'il y a une vraie instrumentalisation politique, puisque c'est là qu'il y a débat. C'est là que vous avez encore aujourd'hui des acteurs politiques qui se disent modérés, je pense, ou qui se croient modérés. Je pense notamment à des personnalités comme Édouard Philippe, qui nous expliquent que non, la colonisation n'est pas un crime. C'est là que vous avez un vrai problème avec la vérité historique. Puisque quand on parle, par exemple, des événements que vous avez évoqués tout à l'heure, on parle pudiquement d'événements. D'ailleurs, dans le communiqué, le mot événement est revenu. Mais il s'agit de massacres.
hein, Sétif, Guelma et Harata, le 8 mai 1945, il s'agit de massacres. Donc la question de la vérité historique devrait en réalité primer la question dite mémorielle et de ce point de vue, on peut dire qu'on a un vrai problème aussi en France. Mais alors, justement, parce que, bon, pour tous les pays, j'allais dire tous les pays, disons, nombre de pays qui ont vécu ce passé colonial, lequel est toujours complexe et donne lieu à des instrumentalisations de la mémoire coloniale ou alors au contraire à des phénomènes d'amnésie délibérée. Est-ce que c'est possible d'envisager une réconciliation? C'est ça qui pose problème au bout du compte. Alors, bien sûr qu'elle est possible, cette réconciliation. D'ailleurs, on fait comme si les relations franco-algériennes, depuis 1962, s'étaient arrêtées à la question de la colonisation. Ça n'est pas vrai. Il y a eu des moments de réchauffement, des moments de fluidité dans les relations franco-algériennes. Et quand je parle, par exemple, des relations économiques entre la France et l'Algérie, on voit bien que la colonisation n'a pas été un frein à ces relations. Par contre, ce qui pose problème, c'est effectivement le rapport à la vérité historique. Et ce rapport à la vérité historique est problématique dans le paysage politique français. Ça, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut dépasser cela, mais pour dépasser cela, encore faut-il appeler un chat un chat. Et quand vous avez une partie de la classe politique française qui rechigne à évoquer ces crimes, ou qui pense d'ailleurs les relativiser pour des raisons électoralistes, forcément, ça n'aide pas. Merci beaucoup, Adlène Je vous en prie. Mohamedi. Vous êtes chercheur en géographie politique, expert associé aux séries et enseignant à Paris 3 et à l'IRIS.